les yeux et les oreilles de la photographie contemporaine. Bonjour, je m'appelle Mathias Benguigui, je suis photographe et co-auteur du projet des Champs de l'Asphodèle avec Agathe Kalfas. Bonjour, je suis Agathe Kalfas. Je suis directrice artistique et co-autrice du projet Les Champs de l'Asphodèle avec Mathias. Mon premier souvenir lié à la photographie, il n'y en a pas vraiment, parce que mon père a toujours été photographe depuis que je suis né. Et les premières sensations, c'était le labo noir et blanc avec lui euh, au dernier étage dans les combles d'une maison à la campagne. Et ces odeurs de chimie et de développement et dans le noir et de voir l'image apparaître. Mon premier souvenir photographique, je pense, c'est chez mon grand-père, Tony, qui a fait beaucoup de photos dans les années 70 au Laos, quand il était instituteur à cette époque là-bas. Et partout dans sa maison, on pouvait voir des images d'époque qu'il avait réalisées et tirées de lui-même dans son labo, et qui me procuraient beaucoup d'émotions. Quand j'étais éditeur photo à Libération, à la fin de mon année d'études de photojournalisme à Paris, euh, c'était en 2016, donc on recevait encore beaucoup d'informations sur la situation des îles de la mer Égée, Lesbos, Kos. Et, euh, et j'y voyais une stagnation de la situation après les accords d'Ankara. Et ça m'a donné énormément envie de comme réactualiser l'histoire de ces îles. Et j'étais préparé à partir en reportage, documenter un projet que j'avais envie de faire personnellement sur l'île de Lesbos, mais en commande aussi avec des magazines comme on me l'avait appris à l'école. Et j'en suis revenu assez frustré au bout d'un mois parce que j'avais fait comme un safari journalistique, on va dire, sur place. On m'a emmené voir les lieux que tout le monde allait voir en tant que photographe dès qu'on travaillait sur l'île de Lesbos. Et je me suis retrouvé à faire à peu près les mêmes images que j'avais déjà vues en tant qu'éditeur photo à Libération ou ailleurs. Donc c'est un peu comme une relation d'amour avec ce territoire aussi qui s'est créée à ce moment-là, mais qui est mal parti. Et pour moi, le démarrage de ce projet, ça a été cette rencontre avec Mathias à son retour de ce premier voyage qui l'avait beaucoup frustré. J'ai été très vite intéressée par son approche, étant moi-même d'origine grecque. Il m'a parlé d'un fait en particulier qui l'avait marqué sur l'île, mais qu'il ne savait pas comment traiter photographiquement. C'était ce chiffre de 50% de la population grecque de l'île de Lesbos qui en fait sont des descendants de réfugiés grecs qui ont été expulsés d'Asie mineure dans les années 20. Cette histoire, c'est aussi l'histoire de ma famille. Mon grand-père a été expulsé dans ces conditions. Euh, et j'ai senti à ce moment-là qu'il y avait peut-être un fil à tirer sur l'île et se poser la question de quelle était la mémoire collective autour de la migration et pas seulement le fait d'actualité lié à la vague migratoire de 2015. Le titre Les Chants de l'Asphodèle, c'est vrai, c'est un titre assez mystérieux au premier abord, comme ça. On a mis beaucoup de temps à trouver ce titre. C'est même arrivé, je crois, vraiment quelques mois avant la sortie du livre, il fallait se décider. Euh,
au départ, notre titre de travail pendant plusieurs années, ça a été Exil et géant, qui était assez journalistique d'une certaine manière et qui permettait pas de rendre compte de toutes les strates historiques, sociologiques, poétiques qu'on voulait intégrer en fait dans ce projet. Ça part en fait d'une sorte de jeu de mots, on va dire, qui fait référence au chant de l'asphodèle, mais chant CHANPS, qui est une des 3 strates des enfers dans la mythologie grecque. Vous avez les Champs-Élysées, qui est la partie réservée pour les héros et les âmes vertueuses. Il y a le Tartare, qui est vraiment la partie pour les âmes impies, les gens qui ont commis les pires actes. Et puis, il y a cette espèce d'autres parties au centre, qui est pour toutes les personnes qui ont commis ni crime, ni action vertueuse, et qui se retrouvent dans une forme d'attente éternelle et dans une existence sans objet. Et ça nous a fait forcément penser à la situation sur l'île, celle des réfugiés bien sûr, mais aussi celle des Grecs, qui se retrouvent dans une forme d'attente qui ne se résout pas sur que va-t-il addevenir en fait de cette île par rapport aux phénomènes migratoires ou les réponses politiques qui sont apportées aujourd'hui, qu'elles soient au niveau local, national ou international, ne résout absolument pas toutes les difficultés rencontrées, ni pour les réfugiés, ni pour les populations sur l'île. Et les chants, pourquoi on parle de chants CHANTS cette fois-ci, c'est pour faire appel à la musicalité de l'île. C'est une île qui a une grande histoire autour de la musique, et ces chants nous faisaient aussi écho aux voix de toutes les civilisations et toutes les histoires qui ont traversé en fait ce territoire, et en essayant de leur redonner toute leur place dans le paysage de l'île. Ça a été justement le point où on s'est permis, avec notre rencontre avec Agathe, de repartir sur ce projet et sur le long terme, sur 5 ans de production sur place et d'investigation, d'enquête, de trouvailles autant journalistiques que poétiques. Et en fait, c'est aussi s'intéresser à l'histoire elle-même de ce personnage qui est Lesbos, et donc qui est sur cette île, ses habitants, ceux qui en font son histoire, autant depuis l'Antiquité que jusqu'aux vagues migratoires du siècle dernier où les Grecs qui ont été expulsés d'Asie mineure sont arrivés. Et pour nous, ça a été extrêmement important de replacer en tant que personnage principal aussi ces habitants de l'île, parce que comment comprendre un territoire et ce qu'il arrive dans la migration si on n'essaie pas de justement complexifier son regard en y amenant toutes les parties et toutes les voix dont parlait Agathe sur les chants de l'asphodèle, et toutes ces réalités aussi qui sont différentes, parce que la réalité pour les demandeurs d'asile, réfugiés, et la réalité pour les habitants ne sont pas les mêmes, et pour différents habitants aussi. Et donc de collecter toutes ces voix pour nous a été super important, de ne pas rester que sur ce que pouvait vivre d'un point de vue d'actualité l'île, donc seulement le rapport à la migration aussi. Il y a eu une chose très importante dans le projet, ce sont d'impliquer les gens qu'on a photographiés en tant qu'acteurs eux-mêmes du projet, en dehors du spectateur, avant le spectateur. Ce qu'on voulait faire, c'est photographier des gens qui pouvaient s'impliquer, se sentir concernés aussi par le projet. Donc on leur a demandé d'être participants. Et c'était le contrat tacite qu'on a fait avec les gens qu'on a pris en portrait et qui sont présents dans l'exposition, autant que des fois ceux qui sont juste pris en train de faire quelque chose, pas forcément en portrait posé. En fait, ces gens-là, on a voulu d'une certaine manière leur offrir la possibilité de choisir leur endroit où ils allaient être photographiés de manière très concrète, mais aussi de raconter eux-mêmes l'histoire de la migration de cette île, et parce qu'on leur a toujours dit qu'ils vont être en regard avec les populations locales, et que pour nous c'était recréer un dialogue aussi entre la population locale grecque et les demandeurs d'asile, en les mettant dans le même projet, parce que le dialogue s'est rompu au fur et à mesure des années qu'on a passé là-bas,
à cause de la gestion migratoire et des phénomènes d'encampement et de crise économique pour les Grecs, qui ont renfermé chacun sur soi. Et nous, l'idée de ce projet par rapport aux populations locales et comment on a interagi avec eux, c'était de les réimpliquer dans un processus, autant de création, mais que d'intérêt vis-à-vis de ce qui se passe de leur territoire. Pour compléter pour parler de l'île en tant que telle, il faut savoir que Lesbos, c'est la 3e plus grande île de Grèce, qu'on réduit beaucoup en fait à un phénomène migratoire, alors que la question de la migration ne concerne que à peine 10% de l'île. 90% du reste du territoire de l'île n'est pas vraiment concerné en fait par les arrivées de réfugiés, par le phénomène d'encampement. En fait, vous pouvez vraiment traverser l'île et ne pas vous douter un seul instant en fait des drames qui peuvent aussi se jouer sur l'île. Et c'est aussi cette réalité qu'on a essayé de montrer d'une certaine manière, de pouvoir aussi redonner une forme de dignité à l'île, dans sa beauté, parce que c'est une île absolument magnifique avec une diversité dans ses paysages, beaucoup d'espèces endémiques, qu'elles soient végétales ou animales, et ça a été longtemps une île très touristique. Ça l'est toujours, mais plutôt par les Grecs encore aujourd'hui qui la fréquentent beaucoup. Mais c'est aussi une île qui a perdu 70% de sa masse touristique et donc de son économie locale. Et c'était important pour nous de redonner en fait un visage à l'île qui, à travers les images d'actualité, on pouvait la voir que à travers ces plages, ces arrivées de bateaux pneumatiques, des moments de drame ou des images du camp de Moria, et sans se douter du tout de quelle était en fait la réalité de l'ensemble de ce territoire et de ces paysages. C'est pour ça qu'il y a pas mal de photos aussi de paysages dans le projet, qui sont pris pas forcément à des endroits où la question migratoire est opérante, mais où il y a eu une histoire liée à la migration à d'autres époques, 100 ans, 200 ans, 1000 ans, 5000 ans, parce qu'en fait c'est une île où on peut retracer plus de 5000 ans de mouvements de population sur différents endroits du territoire. C'est un projet de là où moi je viens en tant que photographe et en tant qu'éditeur photo aussi, et je pense de là où vient aussi Agathe dans la photographie au début. C'est du photojournalisme, du journalisme en tout cas, et de raconter des histoires ancrées dans le réel. Donc ça a commencé par une investigation, une enquête, des prises d'informations, des recherches qui nous ont permis de comprendre autant l'histoire de ce territoire que sa situation aujourd'hui, c'est-à-dire la migration, pourquoi il y a des gens dans des camps, pourquoi il y a des gens qui sont arrivés un siècle plus tôt, comment ils ont pu s'intégrer dans cette île, à travers quelle histoire. Et en fait, on a commencé par ce champ d'investigation qui est vraiment lié au journalisme, pour après pouvoir donner tout le contexte qu'on donne aux images et aux textes, mais de pouvoir être libre d'être aussi subjectif dans notre approche, je pense, sur place. Et qui a été très importante pour nous. Je pense que c'est même une démarche de travail qu'en tant qu'auteur aussi je continue à développer sur d'autres projets, c'est-à-dire de commencer par énormément d'informations, de les digérer et de pouvoir les retranscrire aussi avec une approche personnelle, et de pouvoir donc être entre ce journalisme et cette écriture d'auteur dans des projets documentaires, parce que ça reste des projets documentaires. Pourquoi documentaires ? Parce que on a envie de raconter une histoire basée sur le réel, mais qu'on se permet aussi des écarts pour aller chercher ce réel. Le processus créatif de ce projet-là en particulier, il a été aussi à la base, et comme je le racontais dans la genèse du projet, de faire des erreurs.
C'est-à-dire de se perdre aussi vis-à-vis de ces histoires d'enquête vis-à-vis de la migration, et d'aller tellement à fond là-dedans qu'à un moment il faut s'y retirer pour comprendre ce que je suis en train de faire, comprendre ce qu'on est en train de faire. Et c'est là où je disais parce que après j'ai très rapidement rencontré Agathe pour pouvoir faire ce projet, et c'est devenu un on. Et ça, le processus créatif, même s'il y a des moments où je me retrouve seul derrière des images, derrière des séquences, parce que il y a différentes raisons à ça. Autant des moments où je peux être que moi seul dans des moments assez tendus ou quoi que ce soit, parce qu'Agathe fait autre chose. Mais dans l'idée de ce processus créatif, c'est qu'on partageait absolument tout. Donc c'était très intense de cette manière-là, mais si je vis quelque chose seul, je racontais tout à Agathe. Et c'est ça qui a permis, je pense aussi, dans le processus créatif, de se dire qu'on est co-auteur, même si on a utilisé chacun des médiums où on était le plus efficient. Et pour essayer de réussir à raconter un projet, ça a été technique, cette manière de choisir nos médiums. Mais comme on a tout partagé, toutes les informations de ce projet, et décidé de comment on voulait l'emmener ensemble vers tel ou tel propos, et je pense que ça a donné lieu autant à l'intervention d'Agathe dans toutes les photos de ce projet, autant que les textes, j'interviens dedans des fois par mes propres histoires personnelles que j'ai pu vivre seul, et que Agathe s'est approprié même à la première personne à des moments donnés, pour pouvoir en fait unifier nos points de vue, je pense de manière assez profonde, quoi. Non, mais c'est assez juste la manière dont tu l'as présenté. Moi, j'ai l'impression quand je regarde les images, j'ai l'impression que j'étais là derrière chaque photo. C'est très bizarre. Il y a des photos où j'étais vraiment là quand elles ont été faites, d'autres où non. Mais avec le temps, ça s'est un peu brouillé. Parce que c'est vrai qu'on était dans ce partage un peu total et absolu à ce moment-là de nos vies. Je pense le fait que on vivait aussi ensemble à ce moment-là. Donc en fait, on partageait aussi un quotidien. Donc tout ce qu'on vivait, on le partageait à 100%, quoi. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir se dire qu'on ne distingue pas finalement tant que ça qui a fait les photos, qui a fait les textes, mais vraiment que c'est une co-réalisation à part entière. Et ça, c'est une vraie question qui se pose dans le processus créatif, surtout dans la photographie où on a tendance à mythifier un peu le côté photographe seul, appareil photo en bandoulière, cheveux au vent, et à vivre seul ses aventures. En fait, dans notre expérience à nous, il s'est trouvé que par moments Mathias était seul, mais en fait je crois qu'il était jamais vraiment seul, parce que on s'appelait instantanément, et puis ensuite on décortiquait toutes les images ensemble, on voyait qu'est-ce qu'on gardait, on réfléchissait à quelles allaient être les prochaines prises de vue, où est-ce qu'il allait falloir aller, avec quel point de vue, avec quel type de cadrage, donc tout était complètement partagé. Et une fois, tu m'avais dit un truc que j'avais trouvé intéressant. Tu disais, en fait, finalement, peut-être que, plus que de dire que tu es photographe, c'est on était peut-être un peu tous les deux photographes, mais que tu étais l'opérateur, que c'était la personne qui, en fait, techniquement, allait appuyer sur le bouton. Mais en fait, on allait co-créer ces images ensemble. Tout comme moi, mes textes, j'aurais jamais pu les écrire sans le concours de Mathias. Parce qu'il y a des choses que j'ai pas vécues, par exemple. Je n'ai jamais mis les pieds à l'intérieur du camp de Moria. Pourtant, j'aurais pu. J'ai eu beaucoup d'occasions de le faire. Mais je me sentais pas à ma place, je me sentais pas légitime d'aller à l'intérieur du camp pour voir les gens, rencontrer les gens dans un endroit qui pour moi me paraissait être un endroit aussi difficile, et où les gens sont pleins d'attentes, en fait, quand vous venez de l'extérieur. Et du coup, ma place, elle était compliquée à expliquer, contrairement à Mathias qui y avait déjà posé des accroches, où il avait déjà rencontré des gens, où en fait il avait son boîtier aussi, qui je pense est une forme de protection à un moment. Et pourtant, j'ai réussi à écrire des choses comme si j'y avais été, grâce
à toutes les images que j'ai pu voir que Mathias réalisait sur place, grâce à tout ce qu'il m'a raconté. Et c'est là où, à la fin, au bout de plusieurs années, tout se dissout un peu. Qu'est-ce que lui a vécu, qu'est-ce que moi j'ai vécu, qu'est-ce qu'on a vécu ensemble. Et en fait, tout ça, c'est un peu dissous dans la co-création du projet. On était chacun l'essence de l'un et de l'autre sur ce qu'on a vécu sur cette île, en fait. Elle n'avait pas besoin d'être à Moria de manière seulement d'observation, parce qu'elle avait toutes les sensations, émotions, plus photographie, plus information, des choses donc, qui sont connectées ou déconnectées des émotions, mais tu avais tout dans les mains, parce que c'était le partage qu'on s'offrait aussi d'un point de vue de process artistique. Et même dans ces textes, au final, s'il y avait une émotion, et je crois que c'est même pas arrivé, mais s'il y avait une émotion qui n'était pas retranscrite comme quelque chose qui était ancré dans ce que j'avais pu vivre, parce qu'elle n'avait pas été là à Moria, surtout sur un texte sur Moria, au final, c'est pas arrivé parce qu'on s'est compris parfaitement sur ce projet, mais on se serait corrigé ensemble, en fait. Et c'était là où notre processus, il a été complètement... on a fusionné nos propos, nos visions d'un territoire. On est dans une image où on est dans des buissons sur une zone un peu désertique de l'île, en même temps avec plein de buissons partout et comme une brume qui s'épaissit dans l'image et un personnage qui en sort avec une lumière de tombée du jour. Et en fait, c'est tout l'intérêt de cette image, c'est de pouvoir amener à presque cette simplicité de description, de voir quelqu'un qui sort d'une brume matinale ou de soir dans un champ, et en fait qui raconte très clairement l'histoire de la bataille de Karava, qui est un affrontement sur l'île entre les forces de police et les habitants, parce que les forces gouvernementales ont envoyé, le gouvernement a envoyé des forces de police sur Lesbos, du continent jusqu'à Lesbos, pour ouvrir un nouveau camp dans l'arrière-pays de l'île où il n'y a rien à part des champs de paysans, justement. Et en fait, tous les habitants de l'île se sont fédérés pour se battre pour que ce camp n'existe pas. Et donc il y a eu à peu près une petite semaine d'affrontement entre les forces de police et les habitants de l'île. Et là, c'est des gaz lacrymogènes qui forment cette brume. Et donc voilà, c'est aussi comment utiliser un peu le pouvoir d'évocation des images, leur pouvoir autant de vérité que de ce qu'elles peuvent raconter ou amener à penser si on n'a pas l'information qui est attachée avec. Et donc l'idée, c'est de pouvoir aussi faire réfléchir le spectateur et l'attirer à quelque chose qu'il croit et le surprendre par l'information aussi. Voilà. C'est un accès à ce qu'on a envie de raconter, mais par la douceur aussi, la poésie, malgré les événements qu'on raconte et qu'on n'a pas évité de raconter non plus. Et il y a un petit personnage qu'on découvre au fur et à mesure dans cette brume qui fuit dans l'autre sens. Et ça, c'est la clé un peu de cette image. C'est l'indice. C'est l'indice où tu dis, bon, il y a peut-être quelque chose qui se passe en fait ici qui est pas juste c'est une quoi brume cette matinale. ombre noire qui court pourquoi il y a un fond, bras là en l'air comme ça mais en fait pourquoi il a un masque sur la tête ce n'est pas encore le Covid à ce moment-là, donc en fait c'est un masque pour se protéger des gaz. Et on comprend au fur et à mesure les éléments de cette photo en s'y intéressant un peu comme un puzzle. Que ce soit dans les images ou dans les textes du projet, on a essayé d'insérer différents niveaux de langage et de travailler plutôt à partir de l'évocation plutôt que de la description. Dans les images, ça se comprend, comme Mathias l'a expliqué en décrivant cette image qu'on appelle la bataille de Karava, où en fait on voit quelque chose, on s'imagine quelque chose, mais en fait la réalité elle est
autre. Le but étant de rendre le spectateur acteur dans la lecture de cette image. C'est-à-dire qu'il voit quelque chose et qu'il puisse s'interroger. On laisse toujours des clés pour faire comprendre qu'il peut y avoir d'autres niveaux de lecture, mais après chacun peut se raconter sa propre histoire. Et c'est la même chose dans les textes. Les textes que j'ai écrits sont comme des petites... c'est des petites images en fait en mots qui viennent s'insérer en creux des photographies. Et à ça s'ajoute une collection de courts poèmes de 2 auteurs grecs qui s'appellent Odysseas Elitis et Constantin Cavafis. Ce sont des auteurs qui ont beaucoup marqué la poésie grecque du début du 19e et 20e. Et surtout Odysseas Elitis, qui a eu le prix Nobel de la littérature. C'est quelqu'un qui a beaucoup écrit sur l'insularité, sur le rapport à l'île. Et il a participé dans l'imaginaire collectif de la Grèce à créer cette notion d'insularité. Avant ça, les îles étaient vraiment perçues par les Grecs comme des petits bouts de cailloux sans réels intérêts. Il y avait très peu d'habitants qui vivaient dessus parce qu'en fait les conditions de vie étaient extrêmement dures, certaines îles n'avaient même pas l'eau courante, donc en fait la majorité de la population grecque se trouvait vraiment sur le continent. Et c'est seulement à partir de cette époque et aussi par ce renouvellement de l'imaginaire autour des îles que la myriade d'îles grecques a vraiment pris sa place dans le paysage de la Grèce contemporaine et dans le cœur des Grecs aussi. Aujourd'hui, c'est drôle parce que quand on parle à la plupart des étrangers qui veulent aller en Grèce, pour eux, ça se limite beaucoup aux îles. Mais en fait, c'est un phénomène assez récent. L'idée de ce phénomène de redonner une image aux îles qui a été amenée par Elitis et au final la curation de Agathe dans ce livre et dans cette exposition, de ramener ces poèmes, c'est aussi une manière de redonner une place, on va dire, à aussi l'histoire antique de cette île, parce qu'à cette époque-là, on dit que les Grecs viennent des îles, dans la mythologie grecque. Et nous, ça nous permettait de faire des ponts, en fait, temporels, vis-à-vis des réalités qu'on observait sur place, comme se permettre d'aller dans la grotte de l'oracle d'Orphée, et de pouvoir faire un pont avec qu'est-ce que la migration et qu'est-ce que l'histoire de l'île à cet endroit-là. Et donc de renouveler aussi l'iconographie qui pouvait compléter l'histoire de la migration de cette île. Et en fait, les îles sont histoire de migration. On y arrive, on en repart, on y est attaché, on n'arrive pas à s'y attacher. C'est toutes les histoires des Odyssées. Et à partir de là, c'est aussi l'histoire de Lesbos aujourd'hui par rapport aux demandeurs d'asile. C'est aussi l'histoire de cette île par rapport aux habitants qui y habitent, à ceux qui y sont arrivés il y a un siècle et qui ont toujours une identité à construire sur place. Donc nous, ça nous a permis de renouveler aussi l'iconographie à travers les mots et les images, bien sûr. Il y a les expositions qui sont importantes. À Lorient, comme dans d'autres lieux où on a exposé ce projet, on arrive aujourd'hui à la 16e exposition de ce projet, qui fait qu'on a eu plein de formes de montrer ce projet. Mais la forme qui, pour nous, restera fixe et qui permet de comprendre le projet, on va dire de manière la plus pointue qu'on l'a voulu, c'est le livre. Et le livre, en fait, comme l'exposition, on rentre dans des images, des textes qui sont à la première personne et des poèmes d'auteurs du siècle dernier. Donc des choses qui ne sont pas forcément contextualisées par un texte de disant ça vient de ça, même le texte d'Agathe a écrit tel jour, et non, il n'y a pas de date, il n'y a rien. Et en fait, c'est pour nous très important parce que ça nous a permis de plonger le spectateur dans une réappropriation des images, des mots de cette île, pour qu'il puisse avoir encore envie de s'informer ou de s'intéresser à l'île de Lesbos. Et donc l'interaction texte-image là-dedans, elle a été très réfléchie pour nous. Aussi dans la forme du livre, parce qu'on a travaillé avec 2 directeurs artistiques qui nous ont permis de faire ce livre, et qu'on a voulu toujours la légende contextuelle, donc quelle est cette photo, quel est ce texte. On a voulu le donner, parce que c'est un projet documentaire, mais dans un deuxième temps. Et comment on peut amener ces gens à le faire ? C'est d'abord en leur donnant les matières qu'on a récoltées dans ce livre, les voix, les chants,
de l'Asphodèle, et à la fin leur redonner le contexte de ces photos, quitte à les surprendre, comme on parlait de la photo dans les brumes, qui est la bataille de Carava, mais les gens jusqu'à la fin du livre peuvent penser que c'est une brume matinale avec un personnage qui en sort. Et donc c'est à la fin en se disant j'ai adoré cette photo qui me raconte quelque chose mais je sais pas ce que c'est. C'est des gaz lacrymogènes pendant une bataille et tout est raconté. Et ça fait lien avec un texte d'Agathe qui raconte la bataille de Carava. Mais cette photo ne s'appelle pas bataille de Carava dans le livre ou dans l'exposition. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait ça se découvre, c'est un processus aussi de découverte, donc d'action par le spectateur, d'aller au texte, de partir de l'image pour aller au texte ou d'aller du texte pour aller à l'image, parce que les textes d'Agathe racontent des choses qui à un moment tout est interconnecté dans ce livre-là. Mais c'est le chemin que parcourt le spectateur jusqu'à la légende à la fin du bouquin et à la carte de l'île où on trouve là où on a fait autant nos textes que les images, que le spectateur va créer le lien entre les textes et les images. Il y a une idée de fragment, je pense, derrière tout ça. En fait, on a déposé tout un tas de fragments et après on laisse la liberté de ramasser et de recomposer ces fragments et de se raconter sa propre histoire. Et après, libre à chacun de le faire comme il en a envie. Parce qu'on peut aussi s'arrêter tout à fait à la première lecture aussi des images et rester sur cette première impression. Pour nous, c'est pas non plus un problème. Mais en tout cas, on invite les gens à se questionner. Et quand on donne quelque chose, que ce soit dans le texte ou dans les images, quand on donne quelque chose de totalement descriptif, je pense que ça ne laisse pas toujours la liberté en fait à la personne qui lit ou qui regarde de pouvoir réfléchir et se questionner. Alors que là, le but premier était de créer des questionnements. Et si vous voulez, vous pouvez avoir les réponses. Les réponses par rapport au réel, mais après des réponses que vous pouvez vous donner vous-même aussi. Pour résumer, ça engage le regard critique en fait du spectateur, au lieu de le laisser passif vis-à-vis d'une information. Je pense que c'est un courant de la photographie documentaire aujourd'hui qui est assez important pour nous aussi, c'est de mettre en critique ce qu'on regarde et de pouvoir être en acteur de ça en tant que spectateur, pour pouvoir vraiment se réapproprier les informations dans un monde où l'information est très difficile à trier aujourd'hui. Et donc on y va subjectivement avec nos émotions entre texte et image, quoi. غالي والله عاسمك شاف هذا Personnellement, je pense qu'aujourd'hui, on manque terriblement d'espace d'imaginaire. On vit des choses qui sont assez angoissantes sur beaucoup d'aspects, que ce soit politique, économique, social, environnemental. Et je pense que l'art et plus particulièrement la narration, le récit, les histoires, comment en fait on peut se raconter des nouvelles histoires, peut nous redonner aussi de l'espoir. Parce que personnellement, je suis un peu... je me sens parfois un peu contrainte dans les espaces qu'on nous donne. Il y a beaucoup de récits, notamment de récits assez apocalyptiques ou dystopiques, par exemple, qui sont très à la mode aujourd'hui, pour nous montrer à quoi le futur pourrait ressembler, et souvent sous des jours pires que ce qu'on peut vivre à l'heure actuelle. Et j'espère que les artistes, quel que soit leur médium aujourd'hui, prennent vraiment conscience profondément de leur responsabilité à recréer des nouveaux récits, des nouveaux imaginaires qui peuvent nous redonner de l'espoir et nous redonner un pouvoir d'action. Ça, c'est vraiment important de se dire que, en fait, tout n'est pas que fatalité, mais en fait, on peut changer les choses.
On peut changer les choses à plein de niveaux, de plein de manières, mais ça doit passer notamment par une forme de réenchantement du monde dans lequel on vit. Et c'est pour ça que, et c'est on a pu aussi nous le reprocher dans ce travail-là, de nous dire qu'en fait, on part d'une réalité extrêmement difficile, dure, et on y insère de l'imaginaire, de la fiction, de la poésie, et c'est très beau, et on nous reproche presque que de montrer quelque chose de beau. Pourtant, cette beauté, elle existe, en fait, on l'a pas inventée. Ça dépend juste le point de vue qu'on a envie d'adopter à un moment sur un phénomène. Et je suis pas sûre que d'adopter toujours un regard extrêmement pessimiste, qui s'intéresse uniquement aux aspects négatifs en fait d'une situation, on peut permettre aux gens de leur donner les moyens de changer les choses. Et je pense que c'est beaucoup plus par un aspect donc pas tant positif, mais au moins offrir de nouvelles trajectoires qui peuvent passer par justement de l'imaginaire, qu'on peut se redonner des moyens d'agir et de transformer notre monde, quels que soient les niveaux dans lesquels on doit agir en tout cas. D'une certaine manière, il y a surtout sur la question migratoire que nous avons traité de manière artistique parce qu'on a utilisé des médiums artistiques et qu'il est bien de le dire, même si on fait du documentaire ou des choses comme ça, qu'on utilise un appareil photo et ce n'est pas un objet objectif. Et donc de retrouver face à la migration tout un regard du spectateur, même de l'industrie de création de l'information, etc., de désabuser vis-à-vis de la question migratoire, c'est-à-dire de dire mais pourquoi parler encore de ça ? On en a déjà tellement parlé. Qu'est-ce qu'on peut faire encore aujourd'hui si c'est des millions de personnes qui débarquent ? Et en fait, en analysant tous ces discours et ces rapports à l'image, ces rapports à l'information sur la migration, ça nous a réellement donné envie de travailler ça comme sujet de recherche même en tant que tel. Comment c'est pas on va intéresser des gens, mais comment on va pouvoir continuer à raconter des histoires sur ce qui se passe dans le monde, donc des réalités, parce qu'au final, si on ne raconte que ça avec la violence que peut être aussi la photographie, ou de comment on montre des situations, il y a la violence de la réalité qu'on observe, mais si on ne montre que ça, c'est un regard unique sur les choses, et je pense qu'il y a quand même un grand danger sociétal à ne montrer notre monde que d'une seule manière. Parce que le montrer d'une seule manière, ça veut dire avoir une seule réaction vis-à-vis de ça. Ou d'adhésion presque sacrificielle, où bon, bah, c'est tellement l'horreur que j'y vais, je vais aider, c'est comme ça et on va tous crever quand même. Ou sinon, je peux pas toucher à ça. Et je ne peux pas agir avec ça, c'est trop dur pour moi. Et je pense que c'est la position exactement dont tu parles, de l'intérêt de l'art, de recréer l'imaginaire, de l'enchantement. C'est en fait aussi de pouvoir replacer le citoyen dans un rôle d'action. Mais même s'il est minime, même si c'est une parole un jour avec quelqu'un, ou si c'est un projet avec d'autres personnes, ou organiser une politique locale dans sa ville, ou à l'international, ben en fait, toutes ces zones d'action, elles sont possibles parce que c'est juste croire soi-même qu'en fait, on a un rôle dans cette société vis-à-vis de ce qui s'y passe. Et l'art, je pense, a un rôle très, 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 très important vis-à-vis de ça, dans sa capacité narrative, pour amener des histoires auprès de nous et se dire qu'en fait, les situations sont dures, mais elles sont complexes et elles nous appartiennent. Il n'y a pas de distance forcément avec ça. Même si ça se passe à l'autre bout du monde, mais si ça se passe dans quelque chose qu'on ne connaît pas, en fait, c'est quand même notre histoire. Et je crois que c'est un peu l'objet qu'on a voulu traiter avec les Chants de la Sodelle, c'est qu'en fait, l'histoire de migration, c'est l'histoire de toute personne qui vit entre l'Orient et l'Occident, on a tous dans nos familles ou presque, mais des mouvements de population qui nous ont constitués et qui ont constitué nos pays, qui ont constitué nos nations aussi. Et donc je pense que réenchanter cette narration-là aussi en le disant et pas en l'évitant, comme beaucoup de politiques le font aussi aujourd'hui vis-à-vis de ces questions-là, à un moment, ça nous permet de se ressentir acteurs de ces propos quoi, et de ces thématiques.